Ça va? Si c'est pas clair, je reprendrai le micro, mais je suis plus à l'aise sans. Merci Bruno, merci à l'association médicale calédonienne. Merci de votre intérêt à tous et à toutes et de votre présence ici ce soir. C'est pas un sujet forcément très facile, je vais essayer de le rendre audible et agréable pour ce soir. Je vais vous parler en fait des résultats d'une enquête qu'on a menée au CHS, dont le CHS a été missionné par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur les comportements suicidaires en Nouvelle-Calédonie, en coordination avec effectivement sur le plan méthodologique comme disait Bruno, la participation de grosses institutions comme l'université Griffith à Brisbane en Australie, l'Organisation mondiale de la santé en fait, parce que le laboratoire avec lequel je bossais est centre collaborateur OMS. Donc on a une méthodologie assez carrée qu'il a fallu traduire en fait et transposer ici, adapter culturellement bien sûr. Il y avait tout un travail par rapport à ça en préparation. Donc sur un sujet en fait qui est en fait mal exploré en Nouvelle-Calédonie, mal connu et qui est d'ailleurs mal connu dans l'ensemble du Pacifique insulaire. Et l'enquête dont je vais vous parler en fait a été mise en place dans pas mal d'îles dans le Pacifique et dans pas mal d'endroits. Elle a été mise en place aussi en Australie. Mais c'est un projet océanien en fait. C'est un projet qui est né. C'est le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé Manning qui a été à l'origine du projet et la méthodologie a été confiée à l'université, à l'Institut australien de recherche et de prévention du suicide, auprès duquel j'ai été étudiant pour un autre sujet. Mais voilà. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats. Alors, c'est la première présentation, on va dire, complète. J'ai fait une très rapide présentation à la CME du CHS. Les résultats ont été présentés au gouvernement, validés par le gouvernement, donc maintenant je suis pleinement autorisé à les communiquer, à vous transmettre aussi d'ailleurs le rapport qui fait 189 pages. Si vous ne savez pas quoi lire pour dormir, c'est très bien. Donc je vais essayer de vous condenser un petit peu tout ça. C'est un exercice de style qui est pas évident, mais bon, je vais tâcher de vous rendre le gros de la matière, en essayant peut-être de focaliser un peu peut-être sur ce qui vous intéresse. Plus en tant que médecins libéraux, pour la plupart, si je comprends bien, hein, c'est ça, l'ensemble des médecins, en tout cas, de la Nouvelle-Calédonie et d'autres professions de soins. Je vois qu'il y a des collègues du CHS et des psychologues, donc voilà. Enfin, je ferai une présentation un peu globale. Donc pour avancer, voilà une trentaine de diapos. Je vais parler à peu près pendant une petite heure, une heure. Ça dépend si vous me coupez la parole ou pas. Coupez-moi la parole. Si vous ne me coupez pas la parole, on prendra un temps d'échange après. On fera à votre convenance. Voilà. Et il s'agirait que vous vous saisissiez du sujet et qu'on réfléchisse ensemble. Parce que la prévention du suicide en Nouvelle-Calédonie, on en parlait tout à l'heure, manque d'espace de réflexion, de maturation. Alors c'est bien beau, moi je fais mes études de mon côté, de recherche, etc. Mais je vais essayer de vous donner des données factuelles, des données brutes, en essayant de les interpréter pour les rendre un peu plus digestes. Mais la prévention du suicide reste à construire en Nouvelle-Calédonie, à mon sens, même s'il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Suzanne Devline qui est présente, tâche difficile qui lui incombe est de coordonner un petit peu les forces. Mais voilà, et je pense que la médecine générale, la médecine libérale et les médecins d'une façon générale doivent être informés des résultats de cette enquête, doivent comprendre un peu ce qui se passe sur le plan quantitatif. En tout cas, je ne vais pas trop parler de clinique, on pourra si vous voulez, mais là il s'agit de données quantitatives. C'était une étude qui a été faite en population générale, je vais y revenir. On démarre ? Go. Donc le plan de la présentation, la mortalité suicidaire en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'on sait ? Donc quelques petits rappels sur ce qui est connu, ça ne fait pas de mal. Le contexte historique rapide, alors ça je crois que je l'ai escamoté dans cette présentation pour aller plus vite. Je vous en dirai un mot s'il faut. L'enquête OMS Start en Nouvelle-Calédonie, le composant de surveillance aussi.
Enfin, j'en présente les résultats, donc ça va aller vite. J'aurais dû la modifier, cette diapo. L'autopsie psychologique, ça je vais m'arrêter un peu plus longtemps, je vous expliquerai ce que c'est, pourquoi on l'a fait, etc., à quoi ça sert. Et les recommandations. Donc, ce qu'on sait sur la mortalité suicidaire en Nouvelle-Calédonie, juste pour vous donner un repère, ici vous avez des zones de couleur. Donc si on compte le nombre de suicides, donc de décès par suicide en Nouvelle-Calédonie, on le rapporte au nom, à la population, parce qu'en fait la population augmente. On a une quarantaine de décès, on va y revenir, en Nouvelle-Calédonie, mais ce chiffre ne veut pas dire grand-chose si on essaie de le comparer à ce qui s'est passé il y a quelques années, puisque la population calédonienne est allée en augmentant, et ce qui se passe dans d'autres pays aussi. Donc on calcule des taux, ce qu'on appelle des taux standardisés, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros ici vous avez 4 couleurs, moins de 5 pour 100 000, entre 5 et 9,9 pour 100 000, entre 19 et 14,9 pour 100 000, 15 pour 100 000 et plus. Donc la tranche la plus élevée, c'est au-dessus des 15 pour 100 000, et vous voyez donc des pays comme l'Europe de l'Est, la Russie, l'Inde et certains pays d'Afrique, encore qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe pour la majorité des pays africains. Mais vous voyez que les taux sont très variables dans le monde. On situe la France donc entre 10 et 14,9 pour 100 000, donc pour avoir un ordre d'idée quantitatif. En Nouvelle-Calédonie, on le sait, donc ça c'est un graphique qui est tiré du nombre de certificats médicaux, que certains d'entre vous ont peut-être déjà fait, de décès, et qui sont transmis à la DAS. Donc la DAS, c'est un système d'enregistrement qui dépend des certificats médicaux anonymes. Et on a voilà, ce chiffre-là. Donc la courbe du milieu, c'est la courbe verte qui est hommes et femmes. Et vous voyez qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes décèdent plus par suicide que les femmes, à peu près 3. Enfin, il y a 3 hommes pour une femme en Nouvelle-Calédonie qui décède par suicide. Donc le taux tourne autour, ici, comme on le voit, des 15 pour 100 000 et reste stable. Ça, c'est important à dire. Parce qu'en France, dans les années 2000, il était au-dessus des 16 pour 100 000, et puis là, depuis quelques années, il chute. En fait, et là, on est plutôt aux alentours des 11-12 pour 100 000 habitants, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, on reste à 15, et je vous rappelle le diapo d'avant, qu'on est quand même dans la zone prioritaire, on est dans le rouge foncé, en Nouvelle-Calédonie. Ça va? C'est clair? Les graphiques, c'est un peu difficile, il y en a quelques-uns, donc on va essayer de les détailler correctement. Donc 25-44 ans, c'est la tranche d'âge la plus touchée, en masse, en nombre. Pas forcément rapporté aux sous-populations, mais ça veut dire que si on veut avoir un impact sur le nombre de suicides en Nouvelle-Calédonie, c'est cette tranche d'âge-là qu'il faut viser. Donc c'est les adultes en âge de travailler, concrètement. Arme à feu, ça c'est une particularité calédonienne. Un cas sur 3 et un cas sur 2 pour les hommes. Quasi la totalité des suicides par arme à feu sont faits par les hommes. Donc, c'est une particularité calédonienne parce que par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le Pacifique insulaire, il n'y a quasiment pas de suicide par arme à feu. Donc, on se rapproche un petit peu des États-Unis pour ça. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi les âges des suicidés sont différents de ceux de la France. 25-44 ans, ouais, je ne vous ai pas dit, 25-44 ans, c'est quand même plutôt jeune par rapport à la France, où la majorité des suicides, en fait, il y a un petit pic aux alentours de la vingtaine, mais le gros pic se situe aux alentours des 40-50, et plus la population va en vieillissant, en fait, plus cette masse se décale vers les personnes âgées, et les taux les plus élevés, en fait, sont chez les personnes âgées. Hein. Donc on a des suicides chez des âges plus avancés en France. On suppose que le suicide touche différentes communautés. Bon, ça, c'est à peu près pressenti par tout le monde, sauf qu'on n'avait pas de moyens quantitatifs de le dire. Aujourd'hui, on l'a et on va y revenir. Mais pourquoi est-ce que ça touche différentes communautés? C'est la question. Quels sont les facteurs de risque du suicide en Nouvelle-Calédonie? On sait qu'on les connaît de par le monde, mais on ne les connaît pas forcément pour la Nouvelle-Calédonie. Beaucoup d'hypothèses. L'anomie, alors 2 petits mots sur l'anomie. L'anomie, c'est la thèse de Durkheim, le sociologue. Donc on est à la fin du 19e siècle. Il défendait une thèse sociologique sur la régulation sociale. Donc c'est une définition
si vous voulez, d'un groupe humain et du suicide en tant que phénomène collectif. C'est-à-dire que pour lui, le suicide augmente. En gros, je ne vais pas détailler toute la théorie de Durkheim, mais le nombre de suicides est plus élevé dans les sociétés ou les groupes humains où il y a une dérégulation sociale. Et l'exemple, c'est la religion. Et il comparait les pays protestants et catholiques en Europe. Et pour les religions, on va dire, moins régulées comme le protestantisme, il y avait des taux plus élevés de suicide dans ces pays-là. Donc c'est une théorie sociologique. Et en fait, c'est une théorie qui est âgée, mais qui reste quand même assez... Enfin, très utilisée, en tout cas pour expliquer le suicide dans de nombreuses sociétés, et en particulier dans le Pacifique insulaire, où en fait on assiste à une transformation depuis surtout la Deuxième Guerre mondiale, une transformation très rapide des sociétés, et notamment de la structure de la famille. Et tout ça a été incriminé dans les forts taux de suicide qu'on a pu trouver dans d'autres pays du Pacifique insulaire. Il n'y a pas d'études centrées sur le suicide en Nouvelle-Calédonie, on a pas mal de données, il y a un bulletin de la Direction des affaires sanitaires et sociales qui sort chaque année, mais on n'a pas d'études vraiment centrées, il faut quand même qu'il y ait un chercheur qui se pose à un moment et qui gratte et qui cherche un peu. Voilà, c'est ce que j'ai fait pendant 7 ans. Voilà, on a besoin de tout ça pour bien sûr élaborer des axes de prévention qui ont une pertinence locale. Ça ne sert à rien d'importer des schémas de prévention d'ailleurs, parce qu'on n'a aucune garantie qui fonctionne. Donc les résultats, les décès par suicide. Donc tout de suite, les communautés, c'est la question un petit peu cruciale que tout le monde se pose. Encore que je tiens quand même à vraiment mettre une grosse réserve là-dessus. C'est-à-dire que, vous voyez, les communautés, on parle de communautés kanak, européennes, métisses, wallisiens, asiatiques, etc. Mais d'une part, la notion de communauté est une notion au contour assez flou. Quand on essaie de la définir, ça devient très très compliqué. Même si les anglo-saxons adorent les données ethniques, elles informent pas mal, elles donnent des éléments de compréhension, elles permettent notamment de situer le suicide plus sur un spectre de culture que sur un spectre biologique, mais quantitativement, je veux dire. Mais moi, en termes de prévention du suicide, je ne sais pas trop quoi faire de ce terme kanak européen. En termes de prévention grand public, par exemple, ou de public cible, c'est assez complexe. Donc voilà, je donne ces chiffres parce qu'ils sont attendus par la communauté scientifique internationale et attendus aussi par le gouvernement et les acteurs. Mais voilà, il faut les manier quand même avec une certaine prudence et de la circonspection. Donc pour revenir à ça, on voit que la communauté la plus touchée est la communauté kanak. Donc 57%. Pour rappel, la communauté kanak représente 40% de la population de Nouvelle-Calédonie sur les données du dernier recensement. Donc on a a priori une surreprésentation de la communauté kanak chez les gens qui décèdent par suicide en Nouvelle-Calédonie. Et pour le reste, donc ça suit à peu près les proportions. Et on voit qu'en fait, c'est surtout chez les femmes que la communauté kanak est la plus touchée. La petite télécommande la prochaine fois. Donc encore un graphique, je suis désolé. Il va y en avoir quelques-uns, vous me dites si ça vous ennuie. Donc on a détaillé ici les tranches d'âge. Vous avez moins de 25 ans, 25-44 ans, 45-64 ans et plus de 65 ans. Et on voit un phénomène, donc on a séparé encore une fois par communauté. Donc là on a limité par communauté kanak, européenne et autres, parce que sinon dans les sous-groupes ça faisait de trop petits nombres. On a une cinquantaine en fait de cas, je ne sais pas si vous vous représentez, ça ne fait pas beaucoup pour faire des statistiques, mais c'est quand même significatif, c'est une étude qui voilà, de par son nombre est quand même une première dans la région Pacifique. Mais voilà, pour faire des petits sous-groupes, c'est un petit peu compliqué. Donc on voit qu'en fait il y a deux choses, les communautés européennes et autres se superposent à peu près. Donc on a un graphe qui correspond à ce qu'on va retrouver en France et dans les pays industrialisés, sauf que avec peut-être un pic qui est un peu plus jeune. Vous savez que le pic dans les pays industrialisés serait plutôt par ici, mais on voit quand même une répartition très différente pour les communautés européennes et autres.
et la communauté kanak, où là, on voit que la masse des décès dans la communauté kanak, c'est en dessous de 25 ans. Donc il y a vraiment une dichotomie très claire et qui, en fait, est en lien. Alors comment dire ? C'est ce qu'on retrouve dans d'autres îles du Pacifique insulaires. En Polynésie essentiellement, les études ont été faites en Micronésie. Enfin, les études dont j'ai les données, c'est Micronésie, Guam, Hawaï, Samoa. Donc voilà. C'est très comparable à ce qui se passe ailleurs, où on a surtout des cas de suicide chez les populations jeunes. Ensuite, on est allé, pour chacun des cas de suicide, rechercher la présence d'un dossier au CHS, savoir si on les connaissait au CHS. Si j'avais eu plus de temps, plus de moyens, on serait allé jusqu'à chercher des dossiers chez les médecins libéraux, à la CAFAT, au CHT, etc. Mais voilà, on a déjà un point de départ avec ça, et on s'aperçoit que une personne sur 3, en gros, était connue du CHS. La majorité avait un seul diagnostic, on voit que 5% avaient plus d'un diagnostic. Donc ça veut dire que pour 70% des personnes, elles étaient inconnues en fait, de nos services. Donc bon, ça peut renvoyer un petit peu à ce qu'on appelle le mental health gap, c'est-à-dire qu'on a, sur une étude qui a été menée par Fanny Calandro en 2006-2008, la majorité des personnes qui souffraient de troubles psychiques en Nouvelle-Calédonie étaient complètement inconnues des structures de soins et ne recouraient pas aux soins. On parlait beaucoup à son entourage, mais il n'y avait pas de recours ni à la médecine occidentale, ni à la médecine traditionnelle. Donc ça renvoie un petit peu à ce phénomène-là. En tout cas, ça le fait évoquer. Peut-être que d'un côté, voilà, en fait, ce que ça dit, c'est que ça nous donne un axe aussi, c'est-à-dire que le fait qu'elle soit a priori inconnue nous donne un axe de prévention, c'est-à-dire qu'il faut réduire ce mental health gap, il faut aller chercher, il faut faire de la prévention pour essayer de détecter des troubles psychiques qui peuvent être un gros facteur de risque de suicide chez les personnes qui ne sont pas du tout connues. Donc ça, c'est un des enjeux de la prévention en Nouvelle-Calédonie, en ligne avec les recommandations de l'OMS. En termes de diagnostic pour les patients. Alors là, j'insiste, c'est ce tiers dont je vous ai parlé. Chez les gens qui ont un dossier CHS, les diagnostics les plus retrouvés sont les troubles psychotiques, suivis des problèmes d'anxiété et les réactions dépressives. Les troubles de l'adaptation, les troubles de l'humeur arrivent ensuite. Mais voilà, si on a du travail à faire au CHS, ce sera surtout sur le plan de la schizophrénie et autres troubles psychotiques. Mais ça, c'est pas tout l'échantillon. C'est vraiment ceux dont on a un dossier au CHS. Pour les comportements suicidaires non fatals, pourquoi je dis comportement suicidaire non fatal et pas tentative de suicide ou TS, qui est le raccourci habituellement utilisé, j'insiste là-dessus, ça c'est mon sujet de thèse par contre. Il y a énormément de gestes auto-agressifs, de lésions auto-infligées qui peuvent résulter dans la mort, mais qui n'ont pas d'intentionnalité suicidaire, en tout cas directe ou consciente. Et elles n'ont peut-être pas cette même intentionnalité, elles sont traitées du coup de façon très différente dans les structures de soins chez les libéraux, alors qu'elles sont aussi, on va dire, les gestes suicidaires sans intention, les gestes auto-agressifs suicidaires, ça veut dire en rapport, on est dans le spectre des comportements suicidaires, et dans cet ensemble de comportements suicidaires, il y a un certain nombre de comportements où il n'y a pas d'intentionnalité directe. Mais ces comportements-là sont aussi un facteur de risque suicidaire. Les tentatives de suicide vrai sont l'un des plus gros facteurs de risque suicidaire. Quelqu'un qui a déjà tenté de se suicider est à un risque majeur que ça recommence par rapport à d'autres, on va dire, facteurs de risque. Mais voilà, il faut distinguer les différents niveaux d'intentionnalité parce que ça joue dans la clinique de ce qu'on va proposer par la suite à ces personnes qui ont eu ces comportements suicidaires non fatals. Donc là, on a enregistré tout, c'est-à-dire au CHT, pendant 2 ans, on a enregistré tout dans la ligne de ce qu'il faisait le docteur Charlot. On a enregistré tout type de comportement, que ce soit avec intention ou sans intention suicidaire.
Là, on voit que la majorité des personnes qui ont ce type de comportement sont des femmes. Donc les proportions s'inversent, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du genre. De nombreuses théories viennent l'étayer. La principale qui fait on va dire, autorité, c'est une dimension culturelle. C'est-à-dire que c'est pas partout pareil, en fait. Ce paradoxe de genre n'existe pas dans tous les pays, et c'est cette donnée-là qui nous fait dire, notamment chez les Chinois, où il y a plus de femmes qui décèdent par suicide, qui fait dire qu'en fait, cette répartition entre hommes et femmes n'est pas forcément liée à la physiopathologie ou à l'organique, mais est une donnée hautement culturelle. Il y a une dimension qui est probablement plus de l'ordre interactif, c'est-à-dire qu'on cherche à mobiliser, que les femmes chercheraient plus à mobiliser de l'aide. D'autant qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la majorité des personnes qui ont eu des comportements suicidaires non fatals n'ont pas recours à des soins. Donc en fait, ce qu'on voit ici au CHT, c'est vraiment un snapshot, mais vraiment tout réduit de l'ensemble des comportements suicidaires vus, dont beaucoup passent chez les médecins libéraux. Enfin, beaucoup, on ne sait pas, mais un certain nombre en tout cas. Et la majorité le cache, hein, c'est-à-dire qu'elles ont ces comportements, on s'en rend compte à l'interrogatoire après coup, ou dans des enquêtes en population générale, comme le baromètre santé, on a vu que 10% des Calédoniens avaient quand même fait un geste suicidaire. Donc c'est quand même énorme. Pour les âges, ça rejoint un petit peu ce qui se passe pour la mortalité, mais on est quand même dans des âges plus jeunes, hein, pour ce qui est vu, encore une fois, au CHT. Et toute communauté, tout sexe confondu. Donc les communautés, voilà, c'est ça qui nous fait dire qu'en fait, il y a un petit problème de représentativité. C'est-à-dire que l'enquête, les certificats médicaux, les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure, sont basés sur les certificats médicaux, les communautés, pardon. Les chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'ensemble des cas de suicide qui se sont produits sur les 2 ans. Et on avait une répartition en termes de communautés qui était très différente de celle qu'on voit ici, avec une très faible proportion de la communauté kanak. Donc, a priori, ce n'est pas forcément une question on ne pourrait pas forcément raccourcir ça en disant que les Kanaks ont des comportements suicidaires qui sont plus fatals. Ce qu'on peut dire là, c'est que la communauté en proportion Kanak par rapport à la réalité recourt probablement beaucoup moins aux soins. Et donc beaucoup moins hospitalisée, beaucoup moins orientée vers le soin après un geste suicidaire. Après, le reste des communautés suit, on va dire, la répartition des communautés en Calédonie. Les méthodes, sans surprise, donc ça c'est un peu ce qui se passe partout dans le monde, c'est l'intoxication médicamenteuse volontaire par des médicaments, hein, en principal pour les 3/4, quoi. Donc ça c'est pas très surprenant par rapport à ce qui se passe ailleurs. Dans les causes, donc ce qui a été retrouvé a posteriori en regardant l'examen des dossiers, les infirmiers ont collecté, je les remercie, celles qui ont bossé là-bas aux urgences, récupéré des données. On voit que les problèmes avec partenaires arrivent en tête, hein, quand même dans plus d'un cas sur 2. Problèmes avec les parents, donc c'est des problèmes surtout relationnels. Ici, on a une grosse question, donc pourcentage de données manquantes, c'est-à-dire des données qui n'ont pas été interrogées, probablement parce que le sujet est quand même très délicat, mais je suspecte quand même qu'il y ait un souci à ce niveau-là ici, hein, abus sexuels, violences physiques et abus sexuels actuels. On est plusieurs à avoir le pressentiment que les données sont quand même sous-évaluées. Donc l'autopsie psychologique. L'autopsie psychologique, donc en fait l'enquête qu'on a menée sur 2 ans, si vous voulez, on a collecté. J'étais en collaboration avec la police, donc je les avais au téléphone quasiment tous les jours, j'avais les officiers de police judiciaire, et je récupérais mes données comme ça en les ayant tous les jours. Donc j'avais l'ensemble des 75 cas de suicide dans la partie que je vous ai montrée juste avant, ça représente l'ensemble de l'échantillon sur les 2 ans. Et parmi ces cas, il y a une cinquantaine, enfin si vous voulez, on récupérait les noms, c'est-à-dire qu'il y avait, on était très encadré éthiquement, hein, on récupérait les noms des personnes décédées par suicide et on accédait
en suivant des chemins les plus appropriés possibles, aux familles pour leur proposer de participer à une enquête par autopsie psychologique pour nous aider pour on va dire préciser les données qui ont été récupérées dans la première phase. La première phase est une phase qu'on va dire de surveillance, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif dont j'étais responsable, où j'étais informé quasiment en temps réel des cas de suicide, donc tous les cas de suicide. L'autopsie psychologique arrivait ensuite, c'est-à-dire que c'était un composant dans l'organisation de l'enquête, un composant très différent, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Mais c'est une partie très différente, et les entretiens ont été menés par Anne-Cécile Séléphène, qui était psychologue et enquêtrice pour l'enquête. Donc l'autopsie psychologique, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode de détermination d'intention. La première utilité de l'autopsie psychologique a été créée dans les années 60 à Los Angeles. L'utilité de l'autopsie psychologique, c'était de déterminer dans les cas litigieux, les cas limites où on n'arrivait pas trop à se prononcer, où le coroner, en l'occurrence il s'agissait d'un coroner dans certains pays anglo-saxons et dans certains États, il y a un officier en charge de la classification des causes de décès qui s'appelle le coroner. Et l'autopsie psychologique était une méthode qui l'aidait, c'est-à-dire qu'on allait chercher plus d'informations que celles qui étaient récupérées par l'officier de police sur les lieux d'un décès. Et cet ensemble d'informations nous permettait de trancher dans les cas où il n'y avait par exemple pas de preuve directe ou indirecte d'intention, où on se posait la question de la cause de décès. Donc cet outil a été utilisé d'abord comme outil d'enquête, non scientifique. Ensuite, ça a été utilisé comme outil de recherche, c'est-à-dire que l'autopsie psychologique permet de reconstruire l'état d'esprit de la personne au moment du décès. Donc on arrive à dire pas mal de choses en fait. C'est la méthode principale pour déterminer ce qu'on appelle les facteurs de risque suicidaire. Vous avez probablement déjà entendu parler de nombreuses fois des facteurs de risque suicidaire. Je ne sais pas, il doit y avoir des cours en médecine à ce sujet-là, c'est un peu loin pour moi, mais en tout cas, si vous avez entendu parler de facteurs de risque suicidaire, ça vient de ce type d'enquête-là. Donc c'est vraiment une méthodologie importante pour la compréhension des causes du suicide. Donc, elle repose sur un élément essentiel, c'est surtout l'entretien avec les proches. C'est-à-dire on va chercher auprès des proches par un interrogatoire approfondi, à un moment opportun bien entendu, parce que c'est des personnes qui sont endeuillées, qui sont d'ailleurs endeuillées d'un deuil complexe. On va chercher des informations pour essayer de préciser un petit peu l'état d'esprit de la personne, mais aussi collecter tout un tas d'éléments sur l'histoire, les événements de vie, la psychopathologie des personnes qui décèdent par suicide. Ensuite, voilà, les dossiers, les dossiers médicaux, tout ça, aident, si vous voulez, à créer, on va dire, un profil de la personne. C'est un peu du profiling en quelque sorte, mais on essaie de créer un profil pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a joué dans la causalité au moment du décès par suicide. Et là, la grosse partie, alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est la dernière ligne. Voilà. Auparavant, effectivement, le gros, d'ailleurs notre questionnaire aussi c'était le cas, mais le gros du questionnaire, c'est un questionnaire diagnostique. C'est-à-dire que jusqu'à présent obsédé les scientifiques de par le monde, c'est d'essayer de trouver quels sont les troubles psychiques qui jouent le plus dans la mortalité par suicide. Donc ça a toujours été assez central, en fait, cette question-là. Et de plus en plus, on bascule sur des facteurs socioculturels. Et on s'aperçoit que dans le suicide, de par le monde, les facteurs culturels jouent pas mal, on va dire. Peut-être pas autant que la santé mentale et que les troubles psychiques, mais en tout cas, les facteurs socioculturels deviennent un objet d'intérêt croissant. Donc ça, c'est le graphique principal en termes, voilà, pour parler médecine, pour parler diagnostic. Donc là, c'est, on va dire, sur l'ensemble de l'échantillon. Tous les cas, tous les 75 cas, toutes les 75 familles qu'on a approchées n'ont pas participé à l'enquête. Mais sur la cinquantaine de familles qui ont participé, on a un échantillon représentatif quand même de ce qui se passe sur ces 2 ans.
Et donc, chez ces 50 familles, on a une enquêtrice qui a été diligentée sur le terrain, rencontrer les familles, qui a passé entre 2 et 4 heures d'entretien, parfois plus, avec un ou voire plusieurs membres de la famille, pour reconstruire des éléments contextuels et des diagnostics. Donc, on peut vous dire aujourd'hui que les principaux diagnostics retrouvés, connus ou pas connus. Donc là, on n'est plus du tout dans ce que je disais tout à l'heure. Je parlais des dossiers CHS. Là, c'est tous les cas de suicide, qu'ils soient connus ou inconnus. Donc des diagnostics retrouvés à l'aide du procédé d'autopsie psychologique. Ça va, je suis clair? Vous comprenez? Donc en termes diagnostiques, on voit, première chose, que la majorité des personnes, au moins un trouble, donc ça on prend l'ensemble de l'échantillon, il y a 62% des personnes qui sont décédées par suicide qui présentent un trouble psychique dans notre échantillon. Qu'est-ce que ça veut dire? Première chose, que la majorité des gens qui décèdent par suicide en Nouvelle-Calédonie, a priori, sont porteurs d'un trouble psychique. N'importe lequel. On va détailler après. Mais il y a un trouble psychique chez la majorité des personnes qui décèdent par suicide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient confirmer ce qui se dit ailleurs, c'est-à-dire que la santé mentale, les troubles psychiques surtout, pardon, parce que là c'est les troubles psychiques de l'axe 1 si ça vous intéresse, mais les troubles psychiques principaux, on va dire, sont un facteur de risque essentiel de la mortalité suicidaire en Nouvelle-Calédonie, et c'est pas surprenant, c'est ce qui se passe ailleurs. Deuxième chose, 62%, il y a une enquête, pour vous donner un exemple, qui a été réalisée au même moment en France, dans la région du Mans. C'était la première en France métropolitaine. Donc notre enquête est d'ailleurs pionnière pour le territoire français, qui retrouvait 97%. C'est-à-dire que en France, 97% des gens qui décèdent par suicide, en tout cas dans la Sarthe, à ce moment-là, pendant cette période d'enquête, souffraient d'un trouble psychique. Et en fait, on est proche des 100%, 90-100%, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des enquêtes qui ont été menées jusqu'à présent, qui ont été surtout menées en Occident, aux États-Unis principalement. Les troubles psychiques étaient considérés comme central et l'élément quasiment explicatif essentiel et quasiment exclusif de la mortalité suicidaire, si bien que les Américains l'intègrent dans leur DSM, donc dans leur Bible des diagnostics médicaux. Le suicide devient une maladie. Alors que des études récentes comme la nôtre, et comme d'autres qui ont été réalisées en Asie par exemple, ou dans d'autres pays dans le monde, non occidentalisés, le poids des troubles psychiques est moindre. Donc, en gros, en Nouvelle-Calédonie, les troubles psychiques restent un élément essentiel, un facteur de risque essentiel. Donc, la santé mentale, la psychiatrie a son rôle à jouer en termes de prévention du suicide en Nouvelle-Calédonie, mais moins qu'en France et moins qu'ailleurs. C'est-à-dire que près de 40% des personnes qui décèdent par suicide n'ont aucun trouble psychique détecté, en tout cas par ce questionnaire, aucun des principaux troubles psychiques explorés. Donc si on compare ailleurs, il y a quand même quelque chose d'assez particulier à la Nouvelle-Calédonie qui se joue à ce niveau-là. Donc pour détailler ce qui se passe au niveau des troubles psychiques principaux, ici je vous ai mis ceux qu'on a retrouvés dans notre enquête, on voit en fait quand on rassemble l'épisode dépressif actuel et l'épisode dépressif majeur passé, que l'élément essentiel, comme ailleurs, dans les troubles psychiques, c'est la dépression. Donc la dépression est, dans chaque trouble pris individuellement, l'élément le plus important en termes de risque suicidaire. L'alcool, vous me direz, c'est pas surprenant en Nouvelle-Calédonie. On a vu qu'il y a une surreprésentation majeure des troubles liés à l'alcool en Nouvelle-Calédonie en population générale. C'est une personne sur 6 dans l'enquête de Fanny Calandro. Je ne sais pas si vous vous représentez, si je compte dans la salle. Les troubles en lien avec l'alcool, c'est pas simplement boire trop, c'est avoir des troubles de type addictif ou des abus. Mais bon, en tout cas, dans la mortalité suicidaire, c'est connu. L'alcool est reconnu comme étant le deuxième facteur après la dépression. Donc c'est ça confirme un peu les données d'ailleurs. Les troubles d'utilisation d'autres substances, c'est essentiellement le cannabis. Donc c'est assez surprenant, mais on a un poids très fort de l'ensemble des addictions en Nouvelle-Calédonie
sur la mortalité suicidaire. Vient ensuite les symptômes psychotiques associés. Donc ici, on va mettre surtout la schizophrénie, mais il y a l'ensemble des troubles psychotiques. Et a priori, la plupart, c'est ce qu'on avait trouvé dans l'enquête en 2005-2006, la plupart sont connus du CHS. Donc le petit camembert que je vous avais montré tout à l'heure avec les troubles psychotiques, là, ils sont probablement là. Donc on les connaît, mais voilà. Presque 20% des personnes décédées par suicide ont ce type de trouble. Ensuite, je ne vous ai pas mis la diapo, non, on passe à un autre registre après, mais on a réparti en fait par communauté. Alors très rapidement, la dépression est surtout l'apanage des communautés, des tranches d'âge plus âgées. La dépression serait moins un facteur de risque chez les populations plus jeunes. Les troubles alcool et substances, toute communauté confondue, enfin toute tranche d'âge, pardon, et toute communauté confondue aussi. Les symptômes psychotiques, fait assez intéressant et unique dans cette enquête, sont significativement liés à la communauté kanak. Donc, troubles psychotiques, communauté kanak, c'est un groupe qui est particulièrement à risque en Nouvelle-Calédonie, surtout à risque de suicide en Nouvelle-Calédonie, surtout qu'en fait, dans l'enquête dont je parle tout à l'heure en population générale, la communauté kanak est statistiquement moins psychotique, présente statistiquement significativement moins de troubles psychotiques que les autres communautés. Donc là, il y a quelque chose à travailler pour nous au CHS, à mon sens. Encore un graphique, courage. Les signes avant-coureurs, donc ça c'est un peu la question que tout le monde se pose, comment on fait pour savoir qu'il y a un risque suicidaire? Le signe principal, l'élément qui ressort, donc on a énuméré les tentatives de suicide, communication d'intention suicidaire dans l'année précédente, est-ce que la famille était consciente? Tiffany Massin a fait sa thèse sur cette question-là, il y a souvent une conscience de l'état suicidaire, mais les familles sont souvent désemparées, ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'il y a un suicide dans les médias ou dans le passé proche et récent dans les médias qui a pu influencer? Est-ce qu'il y a l'intention de changer d'avis, se débarrasser de ses effets personnels, stocker ses médicaments, s'être procuré une arme à feu, fait état de désespoir. Donc fait état de désespoir, c'est le signe principal. Le problème, c'est que ce n'est pas très spécifique. Beaucoup de gens peuvent faire état de désespoir, mais voilà, ils sont quand même très présents chez les personnes qui... il y a un lien très fort entre désespoir et mortalité suicidaire qui a été mis en évidence ailleurs. Comportements et autres propos indiquant un état suicidaire, tentative de suicide dans la famille ou les amis proches, famille ou amis proches décédés par suicide, presque un tiers des cas, donc presque une personne sur 3 a eu un décès par suicide dans son entourage, d'où l'importance de ce qu'on appelle la prévention du suicide chez les proches, qu'on appelle la postvention, dont une phase pilote, un programme structuré était en place au Mont d'Or, coordonné par Suzanne Devlin, et qui sert un petit peu de pilote, à mon avis, pour la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà. Donc ici, communication d'intention, on voit quand même 38% des personnes, plus d'une personne sur 3, avaient communiqué clairement son intention suicidaire. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça ? On peut être conscient d'un état suicidaire, 24% des familles étaient conscientes de l'état suicidaire, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a, à mon sens, un gros problème dans les représentations de ce que c'est que verbaliser des idées de suicide. Est-ce que c'est sérieux, pas sérieux? Il y a des caricatures qui disent ce qu'on entend très souvent, c'est quelqu'un qui en parle, il ne va pas le faire. Quelqu'un qui a vraiment envie de le faire, il va le dire à personne. Mais c'est faux. Le fait de communiquer son intention, on voit que c'est quand même très présent chez les gens qui décèdent par suicide. Le petit problème, c'est qu'on a essayé de répartir par tranche d'âge. Alors par sexe, on ne voit pas grand-chose, il n'y a pas de répartition très claire. Mais par tranche d'âge et par communauté, il se passe des choses assez inquiétantes, surtout pour les générations jeunes. C'est-à-dire que ces signes avant-coureurs sont dans l'ensemble absents chez les jeunes et dans les communautés kanak. Donc
là, on a quand même, il se pose vraiment de grosses questions en termes de prévention. C'est-à-dire que sans signe avant-coureur, comment on fait pour repérer une personne à risque suicidaire? Donc, cette enquête n'a pas permis, ce questionnaire n'a pas permis de mettre en évidence de signes avant-coureurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais j'encourage vraiment les recherches futures à se concentrer sur cet élément-là, surtout pour les populations jeunes et les populations kanak, sur la prédictibilité, parce qu'on a quand même une certaine imprévisibilité chez les populations jeunes. Et à mon sens, on devrait s'intéresser à ce qui se passe sur Facebook, notamment hein, sur les réseaux sociaux, par rapport aux signes annonciateurs qui sont souvent passés sous silence. Pour petite remarque en passant, dans notre échantillon, on a eu ce qu'on appelle une épidémie de suicide. En fait, dans une tranche d'âge chez les femmes entre 16 et 25 ans, d'année en année, depuis 91, on a 2, 3, maximum 6 suicides par an dans cette tranche d'âge-là en particulier. Et sur la période 2014-2015, il y a eu une épidémie, c'est-à-dire qu'il y a eu une explosion du nombre de cas de suicide, et c'était toutes des jeunes femmes entre 16 et 25 ans, kanak, qui n'avaient pas de lien entre elles, qui n'étaient pas géographiquement circonscrites dans une même zone, qui n'avaient pas particulièrement plus de troubles psychiques que d'autres. Certaines d'entre elles avaient eu un deuil par suicide, dont une d'entre elles, une autre personne dans ce même cluster, dans ce même groupe. Donc les épidémies de suicide, c'est un phénomène connu hein, dans le Pacifique, et dans les îles. Donc on sait que ça se passe en Nouvelle-Calédonie. Là, on en a eu une pendant notre période d'enquête. Mais encore une fois, grosse question. C'est-à-dire qu'on a 11 jeunes femmes et filles qui sont décédées par suicide, et on ne sait pas quel a été le facteur. On suppose, parce que c'est ce qui se passe ailleurs, que le facteur principal, enfin le facteur déclenchant principal, j'insiste sur le mot déclenchant, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de contagion. C'est-à-dire que une personne, en gros, pour faire très très schématiquement, parce que ça a été décrit aussi en Micronésie d'ailleurs, une personne d'âge jeune qui est en perte de repères familiaux, dans une famille, on va dire, nucléaire transplantée, où les interactions entre générations sont rendues compliquées par un isolement de la famille nucléaire par rapport à une famille plus élargie, fragilise un petit peu les personnes plus jeunes et les rendent plus influençables au suicide de quelqu'un qu'ils identifient comme un père, c'est-à-dire quelqu'un auquel ils s'identifient. Et les réseaux sociaux, de nombreuses personnes disent que il y a le cyberharcèlement, il y a toutes ces questions-là, mais la communication de ce qui se passe après un suicide ou une tentative de suicide, surtout dans les populations jeunes, est très inquiétante à mon avis et mérite qu'on y réfléchisse un petit peu pour limiter ces effets dévastateurs. À mon sens, dans cette épidémie, ce qui a joué en premier lieu, c'est cette contagion et probablement par l'utilisation des réseaux sociaux. Les jeunes femmes de 15 à 25 ans en 2014-2015 avaient quasiment toutes, en Nouvelle-Calédonie, accès à des réseaux sociaux, que ce soit par un iPhone, un smartphone, un ordinateur, etc. Donc c'est un phénomène social et qui comporte des risques et qui est très mal connu. Ça joue ailleurs, hein, je dis pas, j'incrimine pas, je ne mets pas le doigt sur Facebook. Comme ça, instinctivement, on sait que ça joue sur le suicide dans d'autres pays, et on pense que c'est le cas en Nouvelle-Calédonie. Alors là, ça sera peut-être un peu plus intéressant pour mes confrères médecins. On voit que, alors ce qui est important ici à retenir, pour faire très bref, c'est que 37% des personnes décédées par suicide avaient vu un médecin dans les 3 mois. Pourquoi c'est important? Et on voit ici donc psychiatres, psychologues et autres. Médecins généralistes en tête quand même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une structure, dans une stratégie de prévention du suicide logique en Nouvelle-Calédonie, intégrer les médecins généralistes, c'est absolument essentiel.
Il faut qu'on forme les médecins généralistes, les médecins qui sont en première ligne ou les autres spécialistes, surtout ceux qui voient de l'urgence, à la détection, l'évaluation du risque suicidaire, la prise en charge, l'orientation. Parce que là, il y a une avenue claire à la prévention, ici. Donc, on voit que, voilà, antécédents médicaux, on voit quand même qu'il y a un poids de la santé qui est peut-être moindre que ce qui se passe en Australie ou ce qui se passe en France, où là, vraiment, la santé, surtout la douleur chronique, surtout chez les personnes âgées, est un facteur de risque majeur de suicide chez les personnes âgées dans les pays comme la France et l'Australie. Ici, c'est moindre quand même par rapport à ces pays-là. Mais bon, à mon sens quand même, 37,5% dans les 3 mois, ça mérite qu'on réfléchisse et qu'on intègre un peu les médecins généralistes et l'ensemble des psychiatres, parce que voilà, hein, même les 10% quand même ont vu un psychiatre. Donc on dit souvent que les psychiatres savent faire de la prévention du suicide. C'est pas forcément vrai, et ça mérite quand même qu'on y réfléchisse sérieusement. Je crois que c'est dans les derniers graphiques, rassurez-vous. Hein. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. Ici, c'est important. En fait, c'est la deuxième diapo la plus importante de la présentation en termes de facteurs de risque. Vous voyez ici qu'on a exploré, donc avec une grille qu'on appelle la grille de Peckel, un ensemble d'événements de vie classiquement retrouvés dans les décès par suicide à travers le monde. Ça va donc des conditions de travail, problèmes de travail, licenciement, chômage, difficultés financières majeures, modérées, maladie physique grave pour soi, pour un proche, mort d'un parent proche, perte d'objet, déménagement, fiançailles rompues, rupture de relations stables, disputes sévères avec partenaires amoureux ici définis comme personnes avec qui on n'est pas en concubinage, peine de prison, disputes sévères avec la famille, disputes sévères avec famille non résidente, donc celle avec qui on ne vit pas, séparation avec un proche, disputes sévères avec concubin ou épouse, et séparation maritale ou concubinage. Donc là, on voit un élément, si on additionne en fait les éléments conflictuels avec partenaires amoureux, on arrive à 60%. Donc 60% des personnes qui sont décédées en Nouvelle-Calédonie, au moment de la mort, venaient de vivre récemment des conflits majeurs avec le partenaire. Le ou la partenaire, parce que la majorité sont des hommes. Pour compléter ça, c'est dans la diapo d'après, mais pour compléter ça, il y a quand même 44% des personnes qui étaient impliquées dans une violence domestique. Donc, on cherche des éléments spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, ça c'en est un. On ne voit pas ça ailleurs, pas dans ces proportions-là. Et ça, c'est pas de la psychiatrie. Pas toujours. Mais en tout cas, c'est très. On cherchait tout à l'heure une proportion quand même moindre qu'ailleurs de personnes qui souffrent de troubles psychiques. Les violences et les conflits de genre avec partenaires, c'est un gros facteur de risque suicidaire en Nouvelle-Calédonie. Ça, je veux dire, il faut qu'on prenne ça très au sérieux et qu'on ait une réflexion de fond sur ce problème-là. Il y a eu un Grenelle, il y a en ce moment un Grenelle organisé par l'État français sur les violences faites aux femmes, qui s'est un peu élargi en Nouvelle-Calédonie à l'ensemble des violences femmes, hommes et les victimes dans la famille. Et bien sûr, je me suis jeté sur l'occasion pour dire, voilà, là, il y a un axe principal de prévention du suicide en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que la conséquence directe pour moi de ça, c'est, bon, bien sûr, il faut essayer que les gens se disputent pas trop avec leurs partenaires, c'est une chose, réduire aussi les situations conflictuelles et surtout les questions de conflits violents, les abus sexuels, mais surtout, intégrer dans les personnes qui sont confrontées à la gestion des conflits de couple, je pense au relais, par exemple, le relais de la province sud, la maison de la femme, mais tous les professionnels, les psychologues libéraux,
voilà, d'attirer votre attention sur le fait que voilà, il y a quand même un poids très important de ce genre de problématique en Nouvelle-Calédonie, et on est presque au même niveau que la santé mentale, hein. Donc c'est un point à souligner. Voilà, 44% de violence conjugale. Et oui, tout à l'heure, je disais qu'il y avait quand même une moindre prévisibilité chez les jeunes et chez les Kanaks. On a, pour essayer de réfléchir en termes d'impulsivité, parce que l'imprévisibilité peut rimer avec impulsivité, et avec impulsivité, on peut souvent rapprocher les comportements agressifs contre soi, contre les autres, contre les objets. Et pour souligner un peu ce que je disais tout à l'heure, on a une absence d'éléments indicateurs d'un état suicidaire chez les jeunes et chez les Kanaks. On est allé chercher des comportements agressifs, surtout chez les hommes d'ailleurs, et il y en a moins chez les gens qui décèdent par suicide. En résumé, on arrive à la fin, courage. 40 décès par suicide par an en Nouvelle-Calédonie, 25-44 ans surtout. Armes à feu. Les armes à feu, c'est sous-clé, ça sauve des vies, ça a été prouvé dans de nombreuses études. Kanak, jeune. Un tiers connu du CHS, la schizophrénie surtout. Les comportements suicidaires non fatals, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Les troubles psychiques, en numéro 1, évidemment. La dépression, surtout chez les 30 ans et plus. L'alcool, mais aussi les autres substances. Et les troubles psychotiques chez les Kanaks, ça, il faut qu'on bosse. Conflits et violences de genre, donc voilà, c'est la diapo à ramener à la maison. Les signes avant-coureurs, donc désespoir, les tentatives de suicide, la communication d'intention et autres comportements, avoir été exposé à un suicide, c'est important, et des signes avant-coureurs qui sont absents chez les jeunes et les Kanaks. Il faut faire plus de recherches, il faut aller plus loin, c'est pas satisfaisant, on a besoin d'autres pistes plus concrètes. La santé, une consultation une fois sur 3, ça c'est une avenue de prévention sérieuse. Les séparations aussi étaient quand même importantes. Et donc les recommandations qui découlent de tout ça, et ce sera la fin, 5 diapos et c'est terminé. Il faut perfectionner le système d'enregistrement des comportements suicidaires. Cette enquête a permis de mettre le doigt sur un certain nombre d'imperfections qui existent partout dans tous les systèmes d'enregistrement dans le monde, mais il y a 2 circuits. On a un système médico-légal. Moi, j'avais les données justice, donc après j'ai comparé avec les données santé. En gros, il y avait un petit différentiel. Il y a des choses à perfectionner. Et ce qu'on propose, c'est de créer un observatoire des comportements suicidaires pour donner une vision plus juste du poids de la mortalité suicidaire qui est probablement sous-évaluée en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs. Restreindre l'accès aux moyens. Depuis 7 ans que je fais cette enquête, je le crie partout, il faut mettre les armes à feu sous clé. Bazar. Mettre en place un programme de prévention et de promotion de la santé mentale, luttant contre la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques et la stigmatisation aussi des lieux de soins. Aller voir un psy, c'est pas pour les fous. Donc ça, il faut le marteler, il faut qu'on fasse une campagne d'information, qu'on réfléchisse là-dessus. Grand public. Structurer la réponse et l'offre de soins en matière de prévention de la récidive. La tentative de suicide, c'est un des facteurs essentiels. Il faut vraiment que quelqu'un qui a eu une tentative de suicide puisse avoir dans les suites quelque chose qui prévienne la récidive et de façon structurée, sérieuse, intégrée avec de multiples professionnels et des moyens d'aide et de recours clairement identifiés. Meilleure articulation du service public et avec le secteur privé, ça c'est mes collègues de la psychiatrie libérale qui m'ont dit « Oh, on est plein en service libéral et on sait travailler là-dessus, ne nous oubliez pas, vous, le service public ». Les psychologues n'étant pas reconnus par la CAFAT, ne sont pas, voilà, il n'y a pas d'intégration très claire de cette profession. Favoriser et développer les programmes de prévention de la violence conjugale, bien entendu, intrafamiliale, et surtout y intégrer la prévention du suicide. C'est bien de lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales, mais il faut que les professionnels qui le fassent soient formés en prévention du suicide. Très important.
Informer et éduquer les populations à risque suicidaire sur les signes avant-coureurs et sur les moyens de réponse existants. Je vous rappelle que bon nombre de personnes étaient conscientes de l'état de suicidaire de la personne et bon nombre nous disent souvent on ne savait pas où aller dans l'urgence. Donc il y a des structures, on a plein, l'offre de soins en Nouvelle-Calédonie n'a pas à rougir des pays riches de la région. On a ce qu'il faut, mais c'est mal balisé, c'est mal fléché. Donc il y a un gros travail de prévention par rapport à ça à faire. Il faut informer, bien sûr, impliquer les professionnels et institutions de soins primaires, donc les médecins généralistes, ça c'est essentiel. Programme de prévention basé sur les sentinelles. Alors très rapidement, je ne sais pas si c'est vraiment le lieu, on a un petit peu mis ce projet en sourdine pour l'instant, mais il reviendra, j'espère. C'est un programme prometteur d'après l'Organisation mondiale de la santé. Les sentinelles, c'est former des gens à la prévention du suicide qui font partie de la communauté. Je pense par exemple à la tribu, je pense à la prison, je pense à certaines communautés professionnelles. Il y a un programme APESA en ce moment qui a été monté par la CCI. Donc il y a des initiatives un peu dans tous les coins, il faudrait les coordonner. Mais les sentinelles, voilà, c'est un individu en gros qui n'est pas professionnel de la santé, qui n'est pas soignant, mais qui est formé à la détection et à l'orientation des personnes en détresse, qui font partie de la communauté, qui sont identifiées par les personnes dans la communauté comme un moyen de recours, ou au moins une source d'information, quoi faire en cas de pensée suicidaire, par exemple. C'est très, très schématique ce que je viens de vous dire. Je parle sous le contrôle de Suzanne Develine, qui a une longue expérience et qui nous en parlera si vous êtes intéressé. Développer la recherche locale autour du risque suicidaire lié au milieu professionnel. Je ne me suis pas appesanti, mais il y a quand même sur la gauche du graphique, avec les événements de vie, les événements professionnels qui arrivent pas loin derrière. Alors la prévention, les actions de prévention primaires, c'est-à-dire grand public, on ne sélectionne pas des sous-populations, on peut sélectionner quand même dans la manière de communiquer autour du suicide les jeunes et les Kanaks en utilisant des outils culturellement appropriés, en particulier les réseaux sociaux. Ça, c'est ultra important. Tout est ultra important, bien sûr. Développer la post-vention, notamment auprès des adolescentes et des adultes jeunes Kanaks, pour rappel l'épidémie dont je vous ai parlé en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, il faut « the show must go on ». Il faut qu'on continue la recherche, mais ça coûte cher et c'est fatigant. Merci beaucoup pour votre intérêt et votre attention soutenue.